On laisse la porte ouverte? Oui, on laisse la porte ouverte. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Comédie avec ce soir à la réalisation Zélie Dalman qui est passionnée de Cyrano de Bergerac. Je le dis, Zélie, voilà, j'en dirai pas davantage. Et Andrea Villechange, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir à nos invités. Jennifer Decker, bonsoir. Laurent Lafitte, bonsoir. L'ordre protocolaire Emmanuel Demas, bonsoir. Nous parlerons donc de Cyrano de Bergerac, de la nouvelle mise en scène de ce blockbuster, je suis sûre que vous aimez ce mot, du répertoire français. Quelques mots pour vous présenter Jennifer Decker. Vous êtes comédienne, sociétaire de la troupe depuis le 1er janvier 2023. Oui. Mazel Tov. Vous avez fait vos débuts à la Comédie Française en 2011 en rôle de Marianne. C'est ça. Voilà. Depuis, vous avez joué un nombre certain de grands rôles du répertoire classique, du répertoire contemporain. Dernièrement, celui d'Elvire dans Don Juan, sous la direction d'Emmanuel Demas, aux côtés de votre camarade Laurent Lafitte. Vous êtes aujourd'hui Roxane, voilà, sur la scène Richelieu dans quelques jours. Oui, bonsoir Laurent Lafitte. Bonsoir. On a dit que moi j'avais un devoir de sobriété, mais vous non, absolument pas. Donc, oui. Voilà. Vous êtes comédien de théâtre, vous êtes pensionnaire ici depuis 2012, vous êtes comédien de cinéma, vous êtes comédien de série, vous êtes réalisateur, vous avez réalisé votre premier long-métrage l'année dernière, L'origine du monde. Vous menez vaillamment toutes ces vies artistiques, Laurent Lafitte, et vous retrouvez votre camarade, j'ai été synthétique, hein. J'ai fait très court. Ah oui, non, mais Emmanuel Demas pour la deuxième fois au français, après Don Juan donc, vous voici. Cyrano. Ils ont fait Candide ensemble. C'est notre quatrième spectacle ensemble. À la Comédie Française, oui. Bon alors voilà. Vous c'est votre cinquième. Ouais. Mais on en a fait 4 ensemble. Ici. Et toi, donc 3. au studio, au Vieux-Co. On en a fait 2 au Vieux-Co, un studio, et là c'est notre premier à Richelieu ensemble. Oui. Vous avez fait 2 au Vieux-Co. Le Marivaux avec Jen aussi. Le Stratagème. Exactement. Bon, Emmanuel Demas, vous êtes metteur en scène, vous oscillez entre le contemporain, le classique. J'ai vu, parce que je ne l'ai pas vu, vous aviez mis en scène notamment ce texte remarquable de Cornelius Castoriadis, la montée de l'insignifiance. La montée de l'insignifiance. Vous avez mis en scène Molière, Claudel, Gainsbourg, adapté, Tracilette, voilà. C'est votre 5e collaboration avec la Comédie Française, votre 4e, je me rattrape, avec Laurent Lafitte, votre 3e avec Jennifer Decker. Vous vous attaquez donc cette saison, scène Richelieu, à une pièce structurelle du répertoire, hein, Cyrano de Bergerac. Après Pierre Dux, Jacques Charon, je parle pour la Comédie Française, hein, et Denis Podalides. Donc la comédie, première question pour vous Emmanuel Demas, la Comédie Française remet au plateau, c'est l'expression consacrée à cette pièce qui est la plus populaire du répertoire français. Thomas Ostermayer disait ici qu'en Allemagne c'était l'opéra de Katsu, en France c'était Cyrano. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque la proposition vous est faite de mettre en scène? Comment est-ce que vous allez accrocher votre Cyrano à vous? C'est une proposition qu'on vous a faite, je crois. Eric m'a appelé en me disant relis bien la pièce pour savoir si elle te parle. Et tout de suite, il m'a dit qu'il y avait les deux. Donc déjà, ça m'a plu. C'est presque ce qui m'a le plus plu au début. Je pensais que la pièce me plairait moins. Je me disais qu'elle était habile, qu'il y avait une verve poétique comme ça, mais j'avais un peu l'impression qu'il laissait couler le robinet, qu'il était très inspiré, et puis que ça allait défiler, les bons mots et les choses très connues, très célèbres et tout ça. Et de par, je pense, les interprètes qui l'ont fait avant, en plus, il me semblait qu'il y avait quelque chose de très comme ça, haut en couleur et un peu testostéroné et très bien dans les basques de Pardieu, Belmondo, Weber, Villermoz, comme ça, des personnages très bien dans leur basque dont je pourrais me sentir un peu loin. Et en fait, quand j'ai lu, j'ai vu que ça parlait tout le temps de l'incomplétude de nos adolescences à tous. Et donc, en fait, j'ai été archi touché. Et je me suis dit, c'est ça qui plaît aux gens. Peut-être qu'ils ne le savent même pas que c'est ça qui leur plaît tant. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est l'esprit français qui les séduit. Je pense qu'ils pensent que c'est quelque chose qu'ils peuvent rapprocher presque de Audiard, l'esprit français et le régionalisme et le verbe français, l'esprit, réellement, la formulation. Alors que c'est une pièce qui parle évidemment de ça, de quelqu'un d'habile,
et de quelqu'un de malin et très très fort dans l'oral, mais tout part du complexe. Et c'est l'histoire de 3 personnages complexés. Et donc je me dis, c'est pour ça que ça m'a plu et que j'ai dit à Eric, mais je veux faire ça, ça me plaît, ça me parle. Mais je pense que c'est ça qui plaît au cœur de tous les gens qui aiment Cyrano, et je pense que pas tous le savent, que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous ou un gros nez ou autre chose, ou peur d'être sot comme Christian, ou peur d'une histoire réelle et comme Roxane, et quand on a besoin qui se plaît dans la poésie et qui se plaît à et rester. de retarder le passage à l'acte de l'amour. Et en fait, ces 3 personnages, dans la sémantique, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont tétanisés, ils ont peur. Ça, tout de suite, je me suis dit, ah, mais j'adore, je veux faire ça, c'est trop beau. Enfin, des gens qui font les malins. Enfin, le Cyrano, c'est quelqu'un qui fait le malin parce qu'il a la trouille, ou qu'il est complexé et qui le cache. Enfin, d'un coup, ça m'a beaucoup, beaucoup plus plu que ce que je pensais. Laurent Lafitte, il a la trouille, Cyrano? Moi, oui, lui, je sais pas. Déjà, dans les transferts. Il a la trouille, oui. Il a une forme, en tout cas, il a peur de révéler son amour à Roxane. Il a peur de comment elle réagirait, et il préfère vivre cet amour par procuration, à travers ce qui est quand même une manipulation terrible. C'est vraiment atroce ce qu'ils lui font à cette pauvre Roxane, tous les deux, quand même. Je vous remercie de le dire. Bah c'est vrai, elle est totalement manipulée. Et alors oui, Christian est très beau, et oui, Cyrano a beaucoup d'esprit, mais bon, au milieu, il y a quand même Roxane qui ne sait même pas de qui elle est en train de tomber amoureuse, en fait. Ça, c'est très beau dans l'acte 5. Surtout quand elle comprend. Quand elle comprend, et puis ce que y met Jennifer aussi, qui est un peu différent, moi, de ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu de colère. Colère par rapport à la manipulation, colère par rapport aux choses gâchées aussi. Parce que si tout avait... Non, je plaisante pas. Non, mais... Alors, des mots, je vais vous montrer comment... Il y a une pièce aussi sur le gâchis. Qu'est-ce qu'on gâche quand on n'est pas assez courageux? Parce qu'il manque de courage. Bah, il est très brave, hein, il se bat facilement, il a du panache, hein, ça on le sait. Ouais, oui. Et en même temps, il y a eu cette crainte, cette peur, ce complexe. Est-ce qu'un complexe, c'est une lâcheté, ou est-ce qu'un complexe, on peut le vivre de manière plus ou moins lâche? C'est dur, parce que lâche, c'est un mot qui est quand même très dans le jugement. Donc, j'aime pas un complexe non dépassé, c'est une forme de lâcheté. Non, mais il fait du théâtre, hein. Christian, c'est comme un personnage de théâtre. C'est pour ça aussi je disais l'intimité, c'est que nous tous les gens de théâtre, on adore ça, parce qu'en fait c'est quand même un type qui dit, sans le théâtre, je parle moins bien, je peux pas parler, il parle grâce au théâtre. Il a cette phrase géniale, Cyrano, quand même, quand il dit, tu saurais mieux le dire que moi, mais qui veut être admirable en tout. Oui, en tout pour tout. Ouais. Il veut être admirable en tout pour tout. Et c'est vrai que ça, pour moi, à chaque fois, je me dis, mais bien sûr, c'est... Mais cette nécessité-là, je pense qu'elle parle beaucoup aux acteurs aussi, parce que je pense que ça en fait un métier aussi. On a envie d'être géniaux, d'être bon. Quand même, ou d'être validé, de provoquer des émotions. Il y a quand même un souci d'efficacité dans notre métier, et j'ai l'impression que ça... Puis il y a aussi un acte de compensatoire, je trouve, oui, par rapport à Cyrano. J'ai l'impression que ce complexe... Oui, c'est bien. Il faut compenser. Il y a une fêlure, bon là il se trouve qu'elle est physique, que c'est un complexe physique, pour ce qu'on en sait, et il y a une fêlure qui essaie en permanence de compenser. Ça, je pense que ça parle pas mal aux acteurs. Mais ce que vous dites, est-ce que ça justifierait le fait que ce soit un grand rôle pour un acteur? Alors, non, parce que après, ça dépend évidemment comment c'est écrit, quoi. Moi, ce que j'adore dans cette pièce, c'est qu'il y a cette espèce d'équilibre un peu magique entre déjà, c'est une pièce qui est sur le sentiment. Ça part du sentiment. Je pense que ça n'est que ça. Ça du désir. Le désir vient au bout d'un moment, il est effleuré, mais enfin, il y a aussi. C'est quand même une des rares pièces où il y a absolument aucune sexualité, quand même. Oui, mais le désir est quand même du sentiment. Soufflé. C'est le sentiment qui... En tout cas, dans l'interprétation, ce qu'il faut explorer avec le plus de sincérité, et ce dans quoi il ne faut pas se vautrer, mais en tout cas se laisser totalement aller, c'est le sentiment, j'ai l'impression. C'est une pièce qui ne fonctionne que quand on a une approche un peu à l'anglo-saxonne, je dirais, en tout cas pas cérébrale, très premier degré.
des enjeux, des situations. C'est ça qui la rend efficace, même si le mot est moche, mais bon, il dit ce qu'il est. Et puis, il y a de la poésie, mais une poésie accessible. Ça aussi, c'est accessible, ça veut dire c'est une littérature qui est pas difficile, C'est un texte qui est dur quand même, non? Non, mais il est pas du tout conceptuel. Il y a pas. Non, c'est très concret. Non, mais il est exigeant quand même. Je me disais, par exemple, les enfants à Noël. Est-ce que les enfants viennent voir Cyrano? C'est une pièce longue. C'est un texte, non? Il vous semble accessible? Faut pas qu'ils viennent trop, ils font du bruit. Oui, ils toussent. Mais oui, ils toussent, ils rigolent. Mais non, non, mais j'ai l'impression que c'est une pièce qui est pas, c'est une pièce, enfin, je trouve que c'est moins dur que même si c'est pas la même. C'est moins dur qu'un Molière? Oui, je trouve ça moins dur d'accès que Molière, que Racine, même que Hugo, hein, qui est plus un contemporain de Rostand. Hugo qui disait que c'était l'archétype du romantique. Cyrano, est-ce que c'est pas exactement ce que j'entends quand vous en parlez? Romantique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que le sentiment accessible, c'est pas le romantisme. Le romantisme, c'est une forme de... Le romantisme dans la version Musset, genre la souffrance, souffrir d'amour. Oui, on l'entend. Oui, le romantisme noir. Le vrai romantisme, celui qui fait qu'on... Le sacrifice. On se meurt. On boit beaucoup c'est ça, pour oublier il y a le sens du sacrifice. Il y a quelque chose de sacrificiel dans ce qu'il fait, et en même temps, il y a une manipulation. Donc c'est un peu contradictoire. Mais c'est étrange aussi parce que je trouve que Cyrano, plus on le traverse, plus il se le refuse aussi, parce qu'à l'acte 5, quand il est possible de dire je t'aime, vivez, sa première réponse c'est non. Et il en revient à son complexe physique. Il en revient à son complexe physique, donc il y a quelque chose qui se dépasse pas, quoi. J'ai lu, j'ai fait un peu mes... Moi, c'est parce que tu as parlé de Musset, j'imagine, j'en sais rien, on ne connaît pas Victor Hugo personnellement, mais je pense que s'il parle de romantisme, moi, c'est la figure romantique pour moi, c'est Musset, et c'est vrai que c'est épouvantable. Enfin, c'est une figure de destruction. C'est une autodestruction dingue. Je crois qu'on me disait que c'était le poète le plus génial de sa génération. Il est devenu drogué alcoolique à 20 ans et il s'est autodétruit. Et c'est vrai que ce qui est fascinant avec Cyrano, c'est ce panache et cette quelque chose de très 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 positif sur l'ensemble des gens disent qu'il est génial. Tout le monde fait des compliments et lui il finit comme un clodo. Il a plus rien à manger. Le Brady il a même pas de quoi manger. Il est dans une chambre, cette chambre, il faut voir ce réduit, donc il habite dans un réduit avec la main. Il serre chaque jour son ceinturon d'un cran. Et le Bré dit qu'il a peur qu'il meure de froid. C'est même pas ses ennemis que je crains, c'est décembre. C'est-à-dire, on a peur qu'il meure de froid, le gars. C'est très triste. Peut-être qu'Hugo parlait de ça. C'est un personnage, effectivement, comme Musset ou comme Baudelaire, qui s'est complètement laissé aller dans un idéal. Ouais, rêver sa vie que la vivre. C'est ce que... C'est la phrase de Proust, mais c'est ce que vous reprenez à votre compte quand vous expliquez... oui, mais Proust dit aussi que la rêver, c'est la vivre quand même. Oui, puis il y a un autre truc avec Cyrano, c'est qu'il j'ai l'impression, moi, qu'il n'a pas du tout envie de penser à demain. C'est quelqu'un qui est très au présent. Acte 1, il reçoit sa bourse par son père pour vivre le mois. Il la donne entièrement à des gars... juste parce que le gars a dit un truc tiens, prends ça. J'ai interrompu la représentation, je veux pas qu'il perde d'argent. Tu donnes, je rembourse la jauge, quoi. Donc ça veut dire que cette puis fin tu vas programmée, aussi elle quand même tout, en fait. de te batailler contre 100 personnes. Oui. Il y a un petit côté où tu te dis, en fait, t'es prêt. Enfin, c'est comme si tu pouvais avoir la mort comme compagnon de route. C'est possible de mourir quand on se bat seul contre 100. C'est très possible. Non, mais il flambe, de toute façon, c'est un... Il flambe, puis il frôle avec la mort aussi. Égocentrique, en tout cas. Il est quand même... il a son truc destructeur à lui aussi. Il se donne en spectacle, il se met en scène beaucoup, il invente son propre mythe. Il a une conscience... de lui, de ce qu'il dégage, qui est très puissante, mais on ne lui en veut pas parce qu'il vient compenser ce complexe. Comment? Ce complexe terrible. Justement, par son charme. En faisant ça, parce que cette forme d'arrogance presque, non? Ah oui, vachement d'arrogance, je suis d'accord. Vient pour compenser un complexe. Du coup, on peut pas lui en vouloir. Et son jeu avec Christian, il est ambigu.
Il n'est pas forcément à l'avantage de Christian, pas forcément à l'avantage de Roxane. C'est presque un pacte faustien, quoi. Ah oui, parce qu'on parle d'âme. Moi, j'étais très surpris aussi quand j'ai travaillé. Christian perd un peu son âme dans l'histoire d'affaires. C'est écrit âme, il dit pas t'as parlé à ma place, t'as écrit des lettres à ma place, il dit elle n'aime plus que mon âme, donc c'est toi qu'elle aime, et tout de suite... Et moi avant je dis, si j'avais pour exprimer mon âme, un pareil interprète. Donc il le vide de son âme, c'est quand même très, très spécial. Et à l'acte 5, Roxane dit l'âme c'était la vôtre. Ouais, l'âme c'était la vôtre. Est-ce que... Alors moi j'ai regardé cette liste drôle de Prévert. Ouais. Vous avez... C'est une liste d'œuvres. J'étais très très heureux de faire ça. Ah oui, alors et en plus la liste de références. La liste de références, donc ça va de Méliès à alors les Kiriki acrobates japonais, c'est quand même merveilleux. Ah vous l'avez vu? Oui, et j'ai regardé La Maison ensorcelée, qui est en mourir de rire. Mais voilà. Oui. Mais bon, il y a aussi Hook de Spielberg. Il y a Full Metal Jacket, La Croix de Fer, Sam Peckinpah. C'est pour la réalité de la guerre que je trouve que c'est merveilleux. Et Ready Player One, Steven Spielberg. C'est des baroques, c'est des réalisateurs baroques. Donc j'aime bien, et réalistes. Donc c'est ça qui me plaît. Et Spielberg, en fait, c'est surtout, il y a Hook parce que c'est le merveilleux. C'est un peu comme une espèce de Peter Pan aussi quelque part. Et puis avec des enfants. Mais Hook, c'est l'histoire d'un Peter Pan grandi qui s'ignore en fait, qui a oublié qui il était, si je me souviens bien. Mais ça, vous l'avez vu cette liste? Oui, bien sûr. On a tout moi, ce que j'adore, surtout, c'est Ready Player One. Vous avez tout vu, Jennifer? Bien sûr. Alors, toute la littérature, là. Ready Player One, c'est un de mes films de Spielberg préférés, mais je l'adore. Je fais moyennement le lien avec... Moi aussi, j'avais demandé Emmanuel, il y en a quand même certains. Mais oui, l'avatar, c'est-à-dire, en fait, c'est vivre sa vie complètement avatar. Et la scène que j'adore dans Ready Player One, c'est quand il veut lui dire qu'il l'aime, et que même l'avatar lui dit, mais ne me dis pas ça, tu sais pas qui je suis, tu sais pas qui il y a derrière. Et c'est la scène sur la modernité de cette histoire d'avatar. Je trouve que tout de suite on peut faire le lien. J'ai l'impression que les gamins ils peuvent comprendre Cyrano par ça. C'est-à-dire que derrière son écran, effectivement, on ne sait pas qui on est. Et du coup, alors le film Avatar aussi, parce qu'il est handicapé, non, normalement. Il revit sa vie dans Avatar, il a ses jambes, il a tout, mais sinon il est handicapé. Elle dit, mais ça se trouve, tu sais pas quel âge j'ai, je sais pas quel sexe je suis, on sait rien. On est des avatars Et ça, donc vous avez eu la liste, vous avez regardé et vous en avez parlé? Non, on n'en a jamais vraiment parlé, mais ça m'a plutôt amusé, moi. Ça vous a amusé de le faire? C'est un mood board. Ouais. Et puis sur l'éclectisme, moi eux ils le savent, ils ont beaucoup travaillé avec moi, mais je préfère que c'est toujours très éclectique les références. Parce que je trouve que c'est pour ça que je suis allé chercher d'ailleurs Chloé Lampford en Angleterre pour le décor. La scénographe. Il faut être très décomplexé. En général, pour faire du théâtre, à mon avis, mais alors pour monter Cyrano, il faut pas être dans aucune école, je crois. Enfin, c'est comme ça que je vois le travail. Dans la fiche, je vais vous lire une phrase. Il est des rôles qui sont un couronnement ou un rêve qui tenaille toute une carrière. Je ne sais pas si c'est le cas de Laurent Lafitte, mais il a la brillance, la géniale causticité et l'extrême pudeur de Cyrano, sont les mots d'Éric Ruff. Sympa. Donc effectivement, Cyrano... un grand rôle, le plus populaire. C'est un rêve d'acteur, mais est-ce que c'était votre rêve d'acteur? Oui, complètement. C'est vrai? Ouais, les deux rôles que je voulais vraiment jouer, c'était Don Juan et Cyrano. C'est vrai, voilà, c'est fait. Ouais, donc je sais pas ce que vous avez offert à Emmanuel Demas, il va falloir trouver un iPad au moins. C'est moi qui lui ai offert un iPad extraordinaire. C'est lui ton bonheur. C'est Manu Demas ton bonheur. Une voiture, quelque chose d'important. Je l'apprends. Oui, un objet moderne comme une voiture. Je l'apprends. Oui, non, bien sûr, c'est un rôle. Enfin, bien sûr, non. Je pense qu'il y a des acteurs qui font moins de, qui peut-être au moins, qui rêvent moins. Il y a vraiment des rôles dont on rêve. Ah, je pense, oui. Jennifer. Roxane, ça fait partie des rôles aussi. Ah bah oui, Roxane. Mais moi, de toute façon, Cyrano, c'était vraiment ma pièce de chevet ado. Ouais, chaque fois que je lis, à cause du Rapneau et de je ne sais pas, à chaque mais non, à cause de Rostand. C'est vraiment à chaque fois que j'allie, je pleure, mais vraiment, toutes les larmes de mon corps, c'est aussi bête que ça. Moi, à chaque fois, je compare cette pièce à un Douglas Sirk. Pour moi, c'est le mélodrame par excellence, mais dans tout ce qu'il a de plus pur. Alors oui, il y en a qui vont dire, c'est les gros violons, c'est chantier. Mais moi, j'adore aussi. Parce que Roxane, oui.
Roxane, il est difficile. 2023. Non, Roxane, c'est pas facile comme rôle, je trouve. C'est un personnage qui peut un peu disparaître dans les limbes de romantisme. Elle est abusée intellectuellement. Non, pour moi, le défi de Roxane, c'était... Comment dire ça de faire un tout petit peu attention à ce qu'elle soit pas qu'une fonction. Mais ça, c'est intrinsèque à l'écriture. Voilà. Donc essayer après de diguer et de creuser avec le triangle. C'est quoi? Ça serait quoi sa fonction? Chez Rostand, c'est écrit dans les Didascalies. Donc c'est d'abord une précieuse qui est intéressée, j'allais dire par la beauté uniquement, c'est faux parce qu'à l'acte 3, dès qu'il a plus de mots, Christian, ça la dégoûte, elle le jette. Elle est très sapio. Elle est quand même très sapio. Elle est hyper sapio. Et puis, voilà, par exemple, à la guerre, il y a vraiment écrit qu'elle arrive et on a l'impression qu'elle est complètement hors sol, déconnectée de ce que c'est que de traverser cette guerre. Et on en fait une nana qui arrive avec le grand sourire, salut les copains, tac, tac, tac. Voilà ce qui m'est arrivé. Un peu hors sol, un peu en l'air, comme ça. Et sans forcément conscience de l'expérience d'un monde, ramener un peu une sorte, mais ça c'est un travail personnel, un travail d'actrice, ouais. Mais ramener un peu de réalité et de terre à cette femme pour que elle arrive avec une situation derrière elle, un monde, qu'elle soit remplie de quelque chose, qu'elle soit lestée, ouais, qu'il y ait quelque chose qui soit traversée aussi par donc par les mots, par la guerre, par le chemin entre Arras et de là où elle vient, etc. Parce qu'à un moment donné, elle va voir les cadets. Elle va voir les cadets à l'acte 4. Mais elle risque sa vie. Et je risque ma vie, je me fais tirer dessus. Donc je pense qu'on n'est pas... Tout ça avec les mâles et les... Donc c'est... Voilà, je voulais juste qu'il y ait ça avec elle, quoi, que ce soit pas si simple, que c'était pas juste la joie... Et la fraîche qui arrive et qui dit « Salut les gars, je vais venir vous sortir de votre cauchemar. » Vous avez répété cette scène cet après-midi? Non. Qu'est-ce que vos personnages, ceux que vous aviez en tête quand vous avez commencé le travail à la table, par exemple, Roxane, Christian, Cyrano? Oui. C'est quoi la question? La question, c'est c'était qui? En fait, comment, voilà, vous êtes parti de quoi, depuis votre point de vue à vous sur cette pièce-là? Une fois que la distribution est faite, je rêve aux acteurs tout de suite. J'essaie de voir comment ils peuvent être le mieux possible et le plus surprenant et le plus complet, étonnant, ouais. Élargir le spectre. Mais moi, je n'ai jamais imaginé, en dehors de Jane, par exemple, et Laurent, les personnages, jamais pas une minute. En revanche, j'essaie juste de leur dire, vous avez le droit de... C'est-à-dire, vous leur avez pas donné de choses précises à intégrer et à jouer. Donc, ça veut dire que vous êtes sur le plateau et vous jouez, et c'est une espèce j'essaye de comprendre comment ça se passe. D'échange, d'ajustement. Je vois vos yeux plissés, je vois Non, parce que les seules, peut-être, directions que je peux donner quand je regarde les acteurs, c'est si ça ne rentre plus dans la machine de la pièce. Si d'un coup ça jouerait quelque chose pour le personnage et plus pour l'ensemble de l'histoire qui se raconte et les enjeux et tout ça. Mais autrement... Vous dites que vous étiez content que ce soit eux et que c'était décisif parce que est-ce que vous saviez par exemple dans quelle direction il allait aller avec son Cyrano? Elle allait aller avec sa Roxane? Non, mais je pensais pas que ça serait... Je savais pas que tu rêvais de le faire. Et je savais pas que ça serait une rencontre aussi cinglante, les deux. Je suis un peu intimidé parce que je ne l'ai jamais dit, j'ai pas envie de le dire. Mais c'est une vraie... lui dire à 10 jours. Non, mais c'est une vraie rencontre, Jen. Oui. C'est une rencontre invraisemblable. On l'a dit dans le dos de Laurent. On l'a toujours dit dans le dos. Oui. Mais oui, non, mais c'est que je trouve que le rôle lui va à la perfection et lui va au rôle à la perfection. C'est une rencontre. Des fois, il y a ça. On en parle, on dit au théâtre, des fois, il y a des rencontres et on le pense. Mais d'habitude, on le dit pas. On le dit pas. Tous, sauf quand il est pas là. On le dit pas. Bon, c'est très... À J-8, ça me fait du bien. Non, mais c'est une rencontre. C'est vraiment invraisemblable. Moi, je trouve que c'est incroyable puisqu'on l'a dit maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois pas pour moi, c'est impeccable. C'est pour ça que tu me dis rien. Parce que c'est sidérant. Mais moi, c'est vraiment sidérant parce qu'en fait, c'est comme si Laurent, il avait
toutes les choses très différentes tout ce qu'on peut choisir pour Cyrano, il y a plein de choses, et puis ça va comme un gant. Voilà. Laurent. Je le trouve. Bon, je ne vais pas vous demander de rebondir sur ce... Non. Voilà, mais ça veut dire que c'est un rôle que vous aviez en vous. Je sais pas. C'est vrai il le travaille depuis ses 14 ans. C'est vrai. Cyrano, il l'a joué sur toutes les coutures. Je sais pas. Non, mais c'est je sais pas comment dire. Cette pièce, je trouve que c'est comme c'est comme une Ferrari, quoi. À peine on appuie sur l'accélérateur qu'il y a tout qui s'enclenche, et je la trouve facile. Je la trouve difficile. C'est ce qui s'appelle une rencontre avec un personnage. Je la trouve difficile physiquement, au niveau de la mémoire, de l'articulation. Parce qu'elle est longue, elle est athlétique, c'est un personnage qui est tout le temps en train de démontrer aussi sa valeur, de démontrer les choses. Pas tout le temps, heureusement, mais... Donc je trouve que c'est un rôle dur de ce point de vue-là, mais l'écriture est tellement géniale, on est tellement porté par le texte et les situations sont tellement limpides qu'en fait c'est pas dur à trouver. Et c'est un texte qui me porte. Je trouve ça sublime. Ça a ses dangers de pas être ému par soi-même, de pas être ému par ce qu'on est en train de dire. Le personnage n'a pas la conscience de la beauté de ce qu'il est en train de dire, surtout qu'on est dans un monde qui n'existe pas où tout le monde parle en alexandrin. C'est pas quelqu'un qui ferait de la poésie quand il parle aux gens. Voilà, l'alexandrin, on imagine un monde, c'est un peu comme la comédie musicale. D'un coup, on se met à chanter, c'est normal, là, on parle en 12 pieds et c'est normal. Donc, il faut pas avoir une conscience de la poésie. Il faut en même temps la porter, pas la casser par du naturalisme, mais en même temps être très sincère et très concret. Donc, il y a plein d'écueils que je trouve difficiles. Mais, une fois qu'on a identifié ces petits périls, les enjeux, on parle beaucoup de l'âme, c'est un mot qui revient souvent. C'est un texte qui touche à l'âme. Et quand ça touche à l'âme, ça vous porte. C'est comme Racine. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, il faut... C'est casse-gueule quand même. Il y a des subtilités absolument partout. Enfin, il y a cette noirceur, il y a ce panache, il faut passer d'un état à l'autre. C'est un peu même ce que dit Eric aussi, c'est qu'il faut être à la fois très extravagant et pudique pour le faire. Donc c'est pas tous les acteurs qui sont ça. Il faut avoir beaucoup d'humour, voilà, énormément d'humour, et en même temps pouvoir faire, comme tu dis à l'anglo-saxonne, à un moment donné du mélo et du sentiment pur, un espèce d'abandon total dans le sentiment et en même temps une maîtrise incroyable pour faire un rôle effectivement où il parle pendant 2h30. C'est très compliqué. C'est pas tous les. Moi, je pourrais pas jouer ça, je crois, comme acteur. Non, mais c'est vrai, c'est très très spécifique quand même comme rôle. Mais ça nécessite un caractère. Ça nécessite que ça parle, comme je pense que on peut un truc monumental comme ça, il faut que l'acteur puisse dire ça me parle, ça me fascine. Mais aussi, je trouve, tu vois, je reviens à cette phrase de admirable en tout pour tout, c'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est que là où un être humain, on va dire normal, réagirait de telle manière, Cyrano pas. C'est là en fait aussi où je trouve qu'il y a la dimension de la tendresse dans cette pièce, c'est qu'en fait Cyrano il est très très noble d'âme et de cœur, et donc là où d'autres, je sais pas, pourrait serait faillible. Je sais pas, oui, lui c'est comme s'il fallait toujours que ce soit la pirouette. En fait, c'est comme si tout le long de la pièce, là où il pourrait s'effondrer, il décide de faire appel au panache. Et c'est pour ça qu'on le dira à la fin. Mais en fait, il y a plein de moments de panache, que ce soit dans le très intime entre nous deux, ou que ce soit dans ses récits de guerre. En fait, c'est tout le temps des moments comme ça. Il est pour être admirable, c'est son panache qui le rend admirable. Et finalement, quand il quitte le plateau, il le dira. Il dira, c'est ça qui m'a sauvé, enfin, c'est ça qui m'a fait tenir, quoi. C'était ça mon... Plus que la poésie. La poésie, elle est inconsciente. Je pense un peu moins au balcon, parce que là, c'est une joute verbale, il s'amuse à se faire un ping-pong de poésie, justement, comme dans un salon littéraire. Puis il aime les mots, de toute façon, aussi, Cyrano. Puis il adore ça, écrire et tout, c'est un vrai poète quand même. Mais quand sa prise de parole,
je pense pas il peut pas avoir la conscience poétique de Rostand, puisqu'il ne sait pas qu'il est écrit par quelqu'un. Il ne sait pas qu'il est écrit par quelqu'un. Il ne sait pas qu'il est écrit. Et Roxane, elle a une forme d'absolu. Roxane, elle finit quand même au couvent parce que. Bonsoir, monsieur. Christian. Roxane, pour moi, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est quand on a 15 ans, enfin quand moi, en tout cas, parlons de moi, parce que je ne connais pas les autres jeunes, mais à 16-17 ans, un rapport à l'idéal très fort. Et donc, effectivement, un rien, un grain de sable peut tout faire vaciller. Enfin, elle a quelque chose comme ça, je trouve, d'un rapport un peu absolu. On dit, par exemple, que Roxane, c'est un personnage qui évolue de la beauté à l'esprit. Moi, je crois que c'est faux. Elle est dans le même absolu. Je pouvais vous avouer. Non, mais je sais pas si elle a... en fait, je pense que le seul moment où on se dit oui, d'accord, elle a vraiment bougé, c'est quand elle est mise devant la réalité pure de l'acte 5. C'est Cyrano qui est complètement décharné, il est maigre comme je sais pas quoi, il est en train de... et elle lui dit « je t'aime ». Et ça, elle est prête à rentrer corps et âme avec lui, à l'embrasser, à faire l'amour avec cet homme. C'est ça, il y a cette chose où on se dit « mais là, en fait, elle est en train de lui... ça serait possible ». Jusque-là, quand elle dit « ce n'est que pour ton âme que je t'aime », c'est même faux, parce qu'en fait, l'âme de Christian, si elle avait bien voulu le regarder avec le fait qu'il n'ait pas les mots, c'était peut-être quelqu'un de formidable aussi, sauf qu'il n'avait pas une forme très importante, enfin, les mots. Donc pour elle, s'il n'y a pas les mots, c'est comme si l'âme était illisible ou qu'on ne pouvait pas y avoir accès ou qu'elle était donc moins bien. Donc c'est quand même, lui, c'est son physique. J'aurais envie de dire que son amour pour Christian, c'est le physique. Et finalement, son amour pour, soi-disant, l'âme, c'est quand même encore une autre façade qui est celle de la poésie. S'il n'y avait pas eu le stratagème, elle se serait trompée quand même. Si elle n'avait pas... Ah non, je pense que ce serait pas... Si elle n'avait pas ce serait rien passé avec Christian. Ça n'aurait pas marché. Elle le vire. D'ailleurs, là, avant le balcon, elle le vire. Il n'est pas inspiré. Quand il dit à Cyrano, je vais parler tout seul, et qu'il essaye... je lui dis, allez-vous-en, vous parlez trop mal. Elle est complètement... Très méchante. Tout s'effondre. Mais bon, en même temps, au départ, elle tombe amoureuse de lui sans lui avoir jamais parlé. Donc elle a quand même... C'est pour ça que je parle de la jeunesse. C'est-à-dire que le mec, ça fait 20 jours qu'il est à Paris. C'est pas de l'amour. Ça fait 20 jours qu'il a débarqué j'allais dire de Poitiers, pas du tout, il débarque de Touraine. Donc c'est comme des gens qui font, il est tellement beau. Mais je sais pas, moi je me revois très bien à 15 ans être amoureuse du mec le plus beau du lycée. Ouais. Mais elle cristallise, quoi. Oui, je cristallise, c'est pas de l'amour. C'est fini au couvent, elle ne reviendra jamais, en fait. Ah oui, alors ça c'est... Non. Oui, ça c'est... Est-ce qu'elle est en colère à la fin, Roxane, de cette quand même fait... Bah c'est ce qu'on disait, il y a un peu d'effroi. Moi, c'est effarant. Je te dis, pendant 14 ans, t'as vécu un... On m'a volé quand même. Pas la vie. Un deuil qui n'est pas le bon. Oui. Non, mais c'est plus que ça, parce qu'elle porte le deuil depuis 14 ans. C'est toute sa vie qui tient sur un truc qui n'est pas vrai. Ouais. Ça, on a essayé de le chercher, ça. Effroyable, c'est effroyable. Et ça s'interrompt avec la mort. L'image qu'elle a elle-même, je pense, moi. Toujours, je me dis ça, parce qu'elle était, comme tu dis, une femme qui aurait pu avoir un amour beaucoup plus riche et complexe. Si elle avait su que c'était lui, effectivement, elle pensera, pendant 14 ans, elle a pensé qu'elle était cette femme amoureuse de ce beau mec qui écrivait bien. Enfin, c'est tout faux, c'est horrible. Et là où Rostand est génial, c'est qu'effectivement, à l'acte 4, il y a un moment où Cyrano est prêt à le dire et il y a la mort de Christian. Et il ne peut plus le dire par loyauté. Pour être admirable. En tout pour tout, oui. Oui, alors moi, je comprends pas pourquoi sur le moment qu'ils le disent pas, oui, évidemment, mais qu'il n'ait pas parlé après pendant ces 14 années, j'ai du mal à comprendre. Là, je le perds un peu. C'est le moment où je suis moins connecté à lui quand je réfléchis à ça. Quel intérêt il y avait alors pour lui, a priori, il s'est pas mis en priorité là, mais
pour Roxane d'entretenir ce mensonge. Uniquement pour pas avouer un mensonge, ce serait assez égoïste de maintenir quelqu'un dans un mensonge juste pour ne pas en porter la responsabilité. Donc, surtout vu où je finis. Bah oui, c'est ça. Donc je sais pas pourquoi il l'a pas libéré de ce fardeau, faux deuil. Oui. Ouais. C'est d'une violence terrible pour Roxane. Oui. Cette histoire. C'est horrible. Alors, on parle du personnage de Roxane. Il y a quand même un truc intéressant sur la masculinité dans cette pièce, parce que les cadets de Gascogne, les jeunes fringants, la puissance de Cyrano, c'est aussi beaucoup comme ça qu'il a été représenté. Vous avez, en tout cas, une scéno un peu kitsch, avérée, avec des couleurs. Moi, j'aime pas bien le mot kitsch, mais oui, plutôt comme un chromo. Comme une non, mais espèce c'est un peu de moi. gâteau. Pour la première partie, pour le théâtre, pour parce Chiragno. Finalement, la deuxième, elle est pas du tout. Après, elle est presque beaucoup moins kitsch que la plupart. La guerre, acte 4, acte 5, on est plus. Ah oui, j'ai vu jusqu'à l'acte 3. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Non, mais moi, j'avais envie que le 1 et 2, ça soit comme la joie. rêve. Et puis, comme ils pensent encore que c'est presque possible et que ça soit pas moins généreux que tous les films de Méliès qui sont en noir et blanc, mais qu'on peut même les coloriser. Pas moins généreux que des photos qu'on s'envoie de Sarah Bernard, qui même pour jouer la Samaritaine, la Juive errante, elle avait des bijoux de Fabergé, je sais pas quoi, et elle était habillée. C'est-à-dire que je trouve que on a envie, Cyrano, surtout 1 et 2, évidemment, c'est presque les raisons pour lesquelles on aime le théâtre quand on est petit. La malle avec les épées, les grands costumes, les le bruit des épées. On dit que Rossin, il faisait ça avec des épées dans sa chambre quand il était petit, parce qu'il faisait le bruit des épées. C'est les gros costumes. Et puis effectivement, après, moi, j'ai pensé à des gens que j'adore, Minelli, les films de Minelli, tellement généreux sur l'imaginaire, et puis les films de Powell et Pressburger aussi, genre Jacques Demy. Les contes d'Hoffmann. Après, ça va jusqu'à Jacques Demy, mais Jacques Demy, pour le coup, je trouve que c'est un peu méta-kitsch. C'est vrai que Podane, à la rigueur, ça joue presque plus le second degré, je pense, même si c'est super, que ce que j'espère que ça donne là. J'espère qu'il y a la naïveté. Je comprends pas. Vous jouez le second degré? Non, j'espère qu'il y a la naïveté, la joie de plutôt Minelli, effectivement, et de Powell et Pressburger, dans les chaussons rouges ou les contes d'Hoffmann. Une joie de la représentation et du chromo. En fait, c'est pour ça, je voulais remplacer kitsch. À un moment donné, on avait dit kitsch, mais c'est plutôt comme les chromos de la fin du 19e. C'est un truc extrêmement, sur le rêve. Et puis je pense, vous disiez Proust, mais c'est vrai que je pense toujours que c'est comme écrit depuis le lit de Proust avec la première image de la lanterne lumineuse sur les murs. La première image de la recherche. Ouais. L'enfant Marcel qui regarde ça. Et moi, c'est vrai que la dépression, ce qui me fascine, la dépression d'Edmond à Arnaga, n'arrivant plus à réécrire après Cyrano quasiment. Dans sa villa du Pays Basque, alors qu'il est sublime. Il est assez souffreteux, Edmond Rostand. C'est plutôt Proust et Gide que. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il rêve. Que Flaubert. Et puis en même temps, lui, il est tout dans une petite pièce à essayer d'écrire. Et il écrit Cyrano qui fait, qui est le plus grand personnage, qui rachète, je trouve, tous les spectateurs. Parce qu'il parle bien, parce que justement il est plus grand, admirable en tout, il se courbe pas devant les puissants, il changera pas une ligne de ce qu'il écrit, enfin tout ce qu'il décrit nous rachète en fait, nous rend grands. C'est la cérémonie du théâtre qui réveille en nous le plus haut de nous-mêmes, je trouve. Je trouve que ça renvoie, non? Ça renvoie avec le personnage. Oui, le personnage et la langue de Rostand et le personnage de Cyrano, je pense nous réchauffe l'âme, ouais. Il rend merveilleux ce que c'est que le théâtre, je trouve, parce que pendant un instant on essaye de toucher à quelque chose qui est sublime, ouais. Alors Ah oui. C'est l'inverse d'un projet comme Don Juan, je trouve. C'est l'inverse ou même Marivaume presque, mais pour d'autres raisons. Mais quand on parle de Don Juan qui est corrosif, vengeur sur la mesquinerie qui l'entourait, Molière et tout ça, j'y pense parce qu'ils sont là. Mais ce qui est un projet politique, qui est un projet comme qui veut gratter là où ça fait mal. Edmond Rostand, là, quand il écrit Cyrano, il veut que
Il veut qu'on soit heureux de la culture, le plus haut de la culture par rapport à la sauvagerie. Oui. Et du sentiment. Et du sentiment. C'est contre la sauvagerie. Est-ce qu'il l'écrit en pensant au public? Ah oui. Toutes les lettres. L'efficacité, elle est recherchée. L'efficacité. Ça fait du théâtre tout le temps. Il n'y a pas une réplique qui est pour faire joli. Quand on travaille, quand on le lit, on se rend pas compte, mais quand on travaille, toutes les répliques sont pour ou que l'acteur soit génial, ou que le partenaire soit génial, parce qu'il oblige le partenaire à recevoir un truc dans la tête. Donc c'est tout le temps pour faire du théâtre. C'est dingue. Rarement, j'ai jamais travaillé un texte comme ça, où c'est pour les acteurs, pour que les acteurs fassent du théâtre sur un plateau. Ça ne m'est jamais arrivé autant, à ce point. Laurent Affi. Oui, c'est vrai. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il fallait que c'est un texte qui porte et qui est facile dans le sens où il est fait pour nous rendre efficaces, pour nous rendre brillants, héroïques. Quand vous jouez ça, quand vous êtes en répétition encore, vous pensez déjà, il y a une anticipation sur ce que le public, voilà, la façon dont il réagira, la scène du balcon, la scène enfin ces scènes que presque tout le monde connaît par cœur en fait, pour les avoir apprises à l'école. C'est des tubes. Bah ouais. Alors moi je sais pas trop penser à ça, mais oui c'est un tube. Ouais, c'est une. Ouais. Et c'est un point de rencontre. En fait, c'est un marqueur dans la pièce, un point de rencontre avec le public. Mais en fait, si quelqu'un vient vous voir un jour, vous dit bon, je suis jamais allé au théâtre, quelle pièce tu me conseilles? Voilà, Cyrano de Bergerac, a priori, on va pas louper son coup, quoi. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Une copine qui me dit ah non, mais je pense pas que je viens avec mon mec, il déteste les pièces classiques. J'ai dit non, mais attends, je te parle de Cyrano de Bergerac. Je dis ça va réconcilier avec toutes les pièces classiques. Bah oui. C'est vrai que celle-ci, elle est. Normalement, il n'y a pas beaucoup de risques. Bah oui. Normalement. Non, il n'y a pas trop. Sauf qu'on s'est très mal joué. Oui. Vous allez commencer le 8 décembre et vous allez en alternance pendant les fêtes, qui est un moment important pour ce théâtre, avec un public. C'est bien, ça va être la fête. Ah ouais, un public. Alors il y aura des enfants, ouais. Il y aura des ados. Ouais. On va même mettre des cadeaux de Noël, je pense. Vous avez mis des cadeaux sur les chaises? Non, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont acheté des places pour faire des cadeaux. Ça va être des cadeaux. Je pense que les places vont être au pied du sapin, je pense. Donc c'est quand même un moment particulier. Hein? Vous qui connaissez ce moment-là, c'est un moment particulier pour la maison aussi. Oui, on joue le 25 à 14h. Ouais. Vous jouez le 25 à 14h? Non, mais c'est vrai que c'est super cette pièce pour les fêtes, c'est parfait. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que le public est peut-être élargi même par rapport à d'habitude. Ah, tu veux dire par rapport au public qu'on a dans le reste de l'année? Ah bah pendant les vacances, oui. Oui, pendant les vacances, ouais, des gens qui viennent... C'est un théâtre assez provincial en fait ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à Paris, qui ne connaissent pas forcément. Le théâtre, c'est un peu un phare, quoi. Bon, bah on va aller à la Comédie Française. Et là, ils ont Cyrano quand même. Donc, là, ils ont Cyrano. Un phare dans le phare. Ouais, un phare bien allumé, bien fort. Ouais. Je suis en train de vous stresser. Pas du tout, je suis en train de me dire que c'était presque injuste d'en parler pour tous ceux qui seraient en retard pour leur place parce que... Mais c'est jusqu'en avril. Oui, c'est jusqu'en avril. Là, on a vendu les places que jusque fin février, donc on va rouvrir encore des locations. Donc il y a encore moyen. Est-ce que vous avez vu Michel Vuillermoz, qui est resté dans ce rôle 10 ans? Bien sûr, ouais, bien sûr. Et vous, j'imagine... moi aussi, je l'ai vu 3 fois cette pièce. Voilà, Gillard, François Gillot. Est-ce qu'on s'extrait de cela facilement sur bateau, hein. Moi, personnellement, oui. Parce que le projet est extrêmement différent et que moi j'ai une vision, ce que je disais, quoi, comme cette pièce est sur ma tête de chevet depuis mes 14-15 ans. En fait, vous la oui, je la rêvais avant de la voir, donc après je la vois avec vachement de curiosité et de voir ce qu'on y fait, etc. Mais en fait, ça n'a pas été du tout facile, par exemple, difficile de me dire oh, mince, elle a fait ça, qu'est-ce que je pourrais faire derrière? Non, j'ai pas été encombrée par ça. On est encombré, on peut être encombré par des rôles, joués de façon illustre ou pas d'ailleurs, mais des rôles joués par d'autres. Moi je trouve. Moi ça m'a fait ça avec Angels in America de Desplechin où je devais jouer le rôle de Harper et j'étais passionnée par la série. Comment il s'appelle? La série c'est avec Al Pacino, tout ça, le réalisateur. Bon. Ah.
Et j'ai trouvé l'actrice géniale. Et heureusement, Desplechin m'a vraiment mis mais à l'opposé de ce qu'elle faisait. Je me suis dit, ouf, parce que voilà, quelqu'un que j'admirais, par-dessus tout son rôle, je voyais pas comment on pouvait le jouer autrement. Et parce que je le découvrais aussi avec elle. Et donc voilà, c'était très bien qu'il m'emmène à 180 degrés. Donc oui, je trouve que parfois... Cyrano, c'est sont des rôles qui sont joués, qui seront joués après vous. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se stresser, je pense, parce qu'ils seront joués après. Non, en plus, ils ont dit que vous aviez une rencontre. Bien sûr, une fois que ça a été dit. Ouais, c'est pas du tout stressant. Vous repartez avec ça et voilà. Non, mais je sais pas, moi j'ai l'impression d'être un acteur très très différent de Michel, par exemple. Moi, j'ai adoré son Cyrano, mais je pense que le mien est très très différent parce qu'on n'a pas la même nature. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant qu'on propose une nouvelle production, mais que ce soit pas 50 ans après la précédente. Là, la dernière, elle a été créée en 2006, et elle a été jouée la dernière fois en 2016, donc un peu moins de 10 ans. Et je trouve ça super de proposer presque dans la foulée une nouvelle version, parce que je pense qu'en tant que spectateur, moi j'adore ça, j'adore pouvoir comparer. Et là, on a toute une génération de spectateurs qui va pouvoir comparer ce qu'ils n'ont pas comparé, mais en tout cas avoir accès à deux regards différents sur la même œuvre. Et je trouve ça... Peut-être même plus en plus, parce que moi je me rends compte que dans ma vie déjà j'en ai déjà 3 ou 4 des Cyrano, que ce soit au cinéma. Pas trop. J'avais vu au cinéma, j'avais vu celui avec Torreton, j'avais vu. Moi j'avais vu celui avec comment il s'appelle cet acteur là qui est devenu fou. Comment il s'appelle Un acteur qui est devenu fou. Non mais Molière, je suis Molière, comment il s'appelle Francis Huster. Francis Huster, ma mère m'a fait. Il l'a joué, Francis Huster. Bien sûr. D'accord. Il a joué, ma mère m'a emmené voir ça. Mais c'est un autre Depardieu, il a été marquant pour votre génération. C'était un c'est succès, ce film. C'est du cinéma. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas pareil. Vous l'auriez jamais joué au cinéma comme vous si, j'adorerais jouer au cinéma. De la même façon non, je jouerais pas de la même façon. Non, je crois pas. Enfin, si, mais... Ce serait extrêmement difficile, non de le jouer ensuite au cinéma. Il y a des choses qui sont plus faciles au cinéma parce qu'on a la caméra, elle filme la pensée. Donc on peut être dans on peut retenir les choses, et c'est intéressant sur ces textes-là, justement très flamboyants, très théâtraux par essence même, d'être dans la retenue. Et puis il y a des scènes qui sont jouées pour être jouées doucement en fait. Ils chuchotent sous le balcon, ils déclament pas, ils chuchotent. Donc ça, non, il y a des moments où pouvoir faire les choses de manière petite, c'est intéressant. Et le cinéma, il permet ça. Je pense que je jouerais pareil, mais différemment. C'est pas mal. Tu t'es pas beaucoup mouillé, là. Non. Bon, j'ai compris, si vous voulez. J'ai compris. Alors, du 8 décembre, dans longtemps, au 29 avril 2024, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, mise en scène Emmanuel, en alternance salle Richelieu, en direct depuis la salle Richelieu, dans plus de 20 salles de cinéma du réseau Pathé le 25 janvier. J'avais oublié ça. Et oui. Ouais. Donc voilà. 25 janvier ? Ouais. C'est au cinéma. Ok. Au cinéma. D'accord. 200 salles, avec Jennifer Decker, Laurent Lafitte. Merci à tous les 3 d'être venus ce soir. Laurent Stocker, Nicolas Lormeau, Johan Gazurowski, Christian, Biranba, Nicolas Chupin, Adrien Simion, Jordan Rezgui, les comédiens de l'Académie, Pierre-Victor Cabrol, qui a l'accent naturellement. Il a un accent magnifique. Alexis Debieuve, on n'a pas parlé de l'accent. Elric Leperc, mais il faut laisser des surprises, voilà. Oui. Merci beaucoup. La semaine prochaine, Judith Shane recevra l'équipe de Tintin au Tibet. Autre salle, autre ambiance, avec les gens de France Culture. Bonne semaine avec la Comédie Française.